Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. Je suis Marc, on est en direct de Paris ce soir, ce mardi, je sais pas combien, 24 24. octobre. Et je suis avec ma bière et avec Franz, Et ouais, Chin, salut Marc, direct de qui Paris est également, en à face de 2 moi. mètres. Donc vous excuserez le léger écho, les problèmes de son. Ça va pas être l'épisode le mieux réalisé de l'année. Mais voilà, on était à Paris, on voulait le faire ensemble. Salut Pierre qui nous suit. Et on va revenir sur Week 7 de Fantasy NFL. Une Week 7 qui était très 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 compliquée. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, mais avec toutes les bye week, toutes les blessures, tout ça, c'était extrêmement compliqué simplement d'aligner un line-up, let alone try to win. Donc, on va revenir là-dessus, les tops, les flops. On va parler un petit peu de Week 8 qui, elle, s'annonce un petit peu mieux parce qu'il n'y aura pas de bye week, donc ça, c'est déjà cool. Et, on va parler évidemment, on est mardi, c'est waiver wire night. On va parler du waiver, des blessures et enfin des match-ups qu'on cible pour Week 8. Et avant toute chose, on précise, Aptin était supposé être avec nous. Il n'est pas avec nous. Il est bloqué au bureau. Et il a fallu que je vienne jusqu'à Paris pour faire un podcast avec lui pour que monsieur soit bloqué au bureau. Donc voilà. Et pour ceux qui arrivent à le voir sur la caméra, on est à l'hôtel Hyatt Étoile. Je vais essayer de leur demander s'ils peuvent sponsoriser l'épisode. Comme ça, on ne paye pas nos bières et notre bouffe après. Donc, venez très, très nombreux. Comme ça, je leur dis, ouais, les gars, il y avait au moins 15 followers en live qui regardaient Hyatt Étoile. Euh, N'hésitez pas. Si jamais, et d'ailleurs, si jamais vous êtes là, je sais pas, ça c'est aucune idée. S'il y a des gens qui Ah, habitent ça pas serait loin du dingue. Hyatt Étoile, vous avez 45 minutes pour ramener vos gueules et venir prendre un verre avec nous. Sur ce, Franz, je te propose de jeter un œil sur les tops et les flops de Week 8. Et on va commencer par le positif, on va commencer par les tops. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu? C'est une semaine extrêmement bizarre. Je pense que quand on joue à la fantasy, en chaque semaine, chaque match, on veut des réponses à nos questions. Ou alors, à la rigueur, on veut des solutions pour la semaine suivante. Cette semaine, j'ai pas envie de casser l'ambiance, mais c'est une semaine très particulière en termes de résultats. Et je trouve en termes de questionnement, il y a dans les tops, ce qui est hyper intéressant quand on fait l'étude des tops, c'est qu'il y a vraiment un petit peu de tout. Il y a les mecs hyper startables depuis le début, qui avaient des match-ups hyper intéressants, à la Patrick Mahomes, à la Travis Kelce, à la AJ Brown. Donc cela, vous n'êtes pas vraiment posé de questions, ça a marché, tant mieux. D'ailleurs, Kelce, c'est le joueur d'ailleurs le plus constant. Il était déjà là dans les tops de la Week 6. Et au final, on le retrouve quand même encore en Week 7, alors que ça devait être un match-up. Alors oui, vous allez me dire, les Chargers, c'était pas non plus le match-up le plus compliqué en termes de défense. Mais bon, c'était un match intéressant. Après, il y avait les joueurs qui ont réussi à battre des défenses. Donc, le jeu de la fantasy dans sa pureté. Les Camara contre Jacksonville, les Gibbs contre Baltimore. Donc ça, c'est des défenses qui sont au milieu du panier. Donc je sais pas si toi, Marc, tu en as des joueurs comme ça, mais quand tu as une défense qui est 14e, 15e, 16e contre la course ou contre les receveurs ou contre la passe, euh, j'y vais mais j'ai peur ou non. Moi, un Camara contre Jacksonville, moi j'ai envie de le starter. Un Gibbs, par exemple, contre Baltimore, je sais pas si tu étais complètement à fond. Alors évidemment, la blessure de Montgomery, il a pris le volume. Ouais, dans ce cas-là, c'est plus une question d'utilisation que forcément le match-up. Euh, Gibbs, je le startais. Encore une fois, c'était une semaine particulière. Je pense qu'on ne pouvait pas trop être des choosers la semaine dernière dès qu'on avait un joueur qui avait un pouls, qui avait l'air d'avoir du sang qui circulait dans son corps et qui jouait sur le terrain. On avait envie de le mettre. Et Gibbs en particulier parce qu'on savait que Craig Reynolds avait été un petit peu blessé pendant la semaine et Montgomery était out. Le coach aussi. Alors il y a un truc que moi j'ai découvert cette année et qui est quelque chose que je recherchais un petit peu les années précédentes que j'avais pas. J'en ai parlé sur Twitter, c'est un compte Twitter qui s'appelle Coach Speak.
Et encore une fois, je le recommande parce que c'est quelque chose les années précédentes que j'essayais d'avoir une sorte d'analyse des différents coachs et s'ils racontent des conneries ou pas. Parce qu'on sait qu'il y a des coachs qui racontent des conneries pour essayer de nous embrouiller. Ils nous disent ouais, un tel va jouer et puis finalement il joue pas et machin. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu plus honnêtes, en particulier sur les blessures, sur les mots qu'ils utilisent, etc. Et là, il y a ce compte Twitter Coach Speak qui analyse chacun des coachs et qui te dit ouais, je sais pas moi, un tel, Sean McVay, un rating de 85% sur l'utilisation de ses running backs, etc. Et, et là, la semaine dernière, c'était vachement intéressant parce que les mots qu'utilisait le coach de Détroit, dont le nom m'échappe maintenant, euh, Dan Campbell. Dan Campbell, ouais, merci. Les mots qu'il utilisait, c'était différent de Week 2, quand Montgomery était out aussi. Et il utilisait des mots légèrement différents pour dire que Gibbs allait vraiment carry le workload. Et tout le monde se foutait de sa gueule, mais finalement, c'est ce qui s'est passé. Et le rôle de Gibbs a permis de faire un bon match, malgré un match de Détroit qui était très mauvais, lui. Donc vous avez vu, dans la fantasy maintenant, il faut regarder les match-ups, il faut regarder la forme des joueurs et il faut même peut-être regarder le comportement physique des coachs. Et donc il y a des chaînes YouTube qui peuvent vous aider pour ça. Incroyable quand même. Ouais, non mais moi ça m'a surpris un petit peu que Gibbs, dans un match aussi morose pour les Lions, carry l'équipe complètement et finalement, bon bah pour la fantasy, ça a plutôt très bien marché. Donc on a parlé de superstars, on a parlé de très bons joueurs qui avaient des match-ups à peu près corrects. Et alors, ce qui est drôle quand on regarde les tops également, c'est qu'après il y a le second couteau qui joue le match-up easy. Et dans ta Foreman, il y a 2 semaines, quand il y avait eu les blessures de Rashan Johnson et de Khalil euh, Herbert. merci beaucoup. On avait dit go, 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 Foreman. Et bien, ça a payé cette semaine. J'espère que vous avez été patient parce qu'il a fait un match incroyable contre une équipe de Las Vegas hyper morose. Et ça a payé. Et Alors, puis enfin, il y a les... Ouais, juste rapidement, je rebondis là-dessus. Pour revenir sur Gibbs, vite fait, parce que je cherchais la stat, mais j'avais dit avant le match aussi, il y a des gens qui demandaient, ouais, Gibbs, machin. Il y a aussi le truc à prendre en compte dans le cas des Lions, c'est le script du match. Et on avait dit, dans tous les matchs où ils vont dominer, c'est Montgomery qui va carrer le ballon. Et dans les matchs où ils seront derrière, ils vont utiliser Gibbs à la passe. Et bah, là, en l'occurrence, c'est difficile à juger exclusivement là-dessus parce qu'il y avait aussi Montgomery qui était out. Mais on sait que Craig Reynolds est plutôt le David Montgomery. Et ils étaient loin derrière au classement. Et je viens de confirmer qu'il a eu 10 targets, Gibbs, la semaine dernière, et que c'est une grande partie de sa production. euh, Et alors j'ai une question. Du coup, tu penses que les 10 targets, c'est parce qu'en fait, ils étaient tellement à la bourre au niveau du scoring que du coup, Jared Goff, il était obligé de passer à tout va et donc il faisait beaucoup de screens ou utilisait Gibbs en slot. Mais est-ce que ça peut se retrouver, tu penses, week in, week out? bah, ça se retrouvera les semaines où ils sont derrière au classement, qui du coup, vu que c'est une bonne équipe, ça risque de ne pas arriver toutes les semaines. Et c'était un petit peu le problème depuis le début de la saison pour Jahmyr Gibbs. Là, j'ai pas eu encore le temps d'analyser exactement pourquoi il a eu 10 targets et à quel moment dans le match il les a eu, mais ils ont été derrière très rapidement. Donc on peut dire qu'effectivement, dans un script qu'on appelle négatif, c'est-à-dire où ils étaient courés d'après le score, Jahmyr Gibbs a fait son premier bon match. Euh, je regarde rapidement. Ah, ils en parlent pas. J'avais peut-être une source qui allait me dire à quel moment il avait eu ses targets en particulier, mais ils ont été derrière tout le match de mémoire, donc ils ont été menés très rapidement au Ouais. score. Et Fantasy Fumble nous dit Jared Goff a tenté 53 passes. Ouais, Il pense ouais, que ce qui n'arrive c'est pas tous les énorme. week-ends. Oui, c'est monstrueux. Il n'y a pas Ouais. de, il y a pas d'autre terme. Ah, attends, Donc, et Zinkou qui nous dit on a écouté le warm-up dimanche, on nous a dit Reynolds over Gibbs. ouais, Ça, c'est parce qu'il y allez, avait bien ni sûr. France ni moi dans le. Non, non, mais ça, c'est. Les gars, c'est un collectif maintenant. Non, mais c'est surtout que je peux comprendre qu'il y ait eu des petites paniques par rapport à Jahmyr Gibbs, comme il doit y en avoir par rapport à Bijan Robinson. On pourrait passer 30 secondes là-dessus si vous le souhaitez. Néanmoins, quand Montgomery est out, Jahmyr Gibbs, c'est quand même, on a vu quand même que c'était un running back qui était parfait pour la fantasy et qui sera parfait dans vos fantasy des années suivantes. Ouais. J'avais juste Euh, avant de parler de Bijan et tout ça, tu parlais de Foreman. Et
Et Foreman, ouais, donc match exceptionnel, hein, c'est notre player of the week, notre MVP. Mais bémol, même dans ce match où il manquait 2 joueurs de running back devant lui, ils ont quand même trouvé le moyen de donner 14 carries à Darrington Evans, qui est le RB4. Et donc, ils ont toujours montré vraiment une propension à faire jouer plusieurs running backs. Et Parce donc qu'ils se sont voilà. baladés. Ils se sont Ouais, baladés. ouais. Donc, ils ont Donc, porté faut le pas. score. Et Selon attention, Donta moi, Foreman, il a les goal line carry. D'ailleurs, c'était pareil aux Panthers à l'époque où quand il était RB2, voire même RB1 bis à un moment donné, ouais. quand on avait tradé Christian McCaffrey, les goal line carry, pardon, les goal line carry étaient pour lui. Donc, du coup, il nous avait fait un peu une Jamal Williams. Donta Foreman, c'est un peu ce qu'il a fait encore ce week-end dernier. Yes. Et donc, Alex qui nous dit que ça la prouve que LV, c'est de la merde. Oui, mais bon, dans ce cas-là, il y a l'attaque et la défense. Il fallait jouer le running game des Bears. Et donc, il fallait prendre quand même. C'est là la complexité, c'est que Donta Foreman, il fallait le prendre il y a 2 semaines pour finalement jouer cette semaine. Et en fantasy, parfois, il faut avoir cette patience-là et pas être impulsif. Salut à Alex du front office qui nous écoute des vacances. Et puis, donc, on a parlé des superstars, on a parlé des très bons joueurs qui ont eu des bons match-ups, on a parlé du second couteau, et puis il y a eu les surprises. Et finalement, il y en a eu deux. Alors, il y en a une qui est une surprise un peu moyenne, donc Marc, ça m'intéressera de savoir ce que tu en penses par rapport à ça, mais euh, Jordan Addison, qui reprend le rôle de receveur numéro un suite à la blessure de Justin Jefferson, et Jordan Addison qui jouait contre les Niners, on sait tous que c'est une équipe formidable, que c'est une énorme défense et tout, mais d'un point de vue fantasy, on le voit depuis le début de la saison, que contre la passe, c'est une équipe du milieu de la ligue, et qu'au final, Addison a fait un match monstrueux. Alors, je le mets dans les surprises parce qu'évidemment, c'est compliqué pour un manager fantasy de se dire j'ai Jordan Addison, je joue les Niners, je le start. Euh, mais finalement, c'est pas tant une surprise que ça. Ouais, non, effectivement, déjà, on sait qu'il y a l'absence de Jefferson qui fait que de facto, Jordan Addison est le WR1. Il a que KJ Osborne à battre. Donc ça va être le cas encore au minimum de matchs. Et D'un autre, Powell, si je puis me permettre, et Powell ouais, également. ouais, ouais, ouais. Et d'un autre côté, du côté négatif, si les Vikings se remettent à gagner, ça mettra de côté les rumeurs comme quoi Justin Jefferson serait soit tradé, soit surtout shutdown pour la saison. Euh, mais en tout cas, en l'absence de Jefferson, Addison, c'est vraiment un aimant à target. Et on sait depuis sa carrière universitaire qu'il est bon contre tous les types de coverage. Donc ça, moi j'ai le souvenir que parmi tous les rookies, c'est pas forcément celui qui en dynastie sera celui qui aura la meilleure carrière, mais c'était celui qui aurait l'impact le plus immédiat dans une équipe qui fait énormément de passes, dans une équipe qui fait d'autant plus de passes si justement elle est un petit peu moins dominatrice que l'année dernière, et dans laquelle actuellement il n'y a pas Jefferson. Pour moi, Addison actuellement est un must-start, peu importe l'adversaire, sans Jefferson. Oui, c'est marrant ce que tu dis, et je fais une petite diversion si tu me permets. Mhm. Je te regarde dans les yeux ce soir. Mais finalement, on prend les top running backs de la draft, là. On prend les JSN, les Addison, les Zay Flowers, et je vais parler de Josh Downs, qui est finalement la dernière surprise de ce top. Surtout contre une défense de Cleveland qui est censée être énorme. Et au final, on a vu Josh Downs exploser et faire un match incroyable. Et donc, c'est la plus grosse surprise. 6 targets, 5 réceptions, 125 yards, un touchdown. Il fait un match fabuleux. Mais on prend ces quatre-là. Ah, c'est incroyable. À l'heure actuelle, les 4 sont presque des must-starts. Ouais. Alors, Smith and Jigba, ça dépend de s'il y a Metcalf qui est Metcalf, blessé. Mais on avait dit à tout le monde, soyez patient
Comme nous dit Alex, la fantaisie et la patience, c'est un concept différent. Soyez patient avec JSN, gardez-le si vous le pouvez. En tout cas, ne paniquez pas en dynastie. Et évidemment, dès qu'il y a Metcalf qui a raté un match, il a fait un bon match tout à fait correct, a marqué son premier touchdown. Puka aussi, comme on nous dit dans les commentaires. Et effectivement, les rookies, chaque année, de plus en plus, on a l'impression que ces receveurs rookies sont vraiment prêts pour le niveau pro. Et que même s'ils mettent un petit peu de temps à s'adapter, rappelez-vous de Jamar Chase, après la pré-saison, tout le monde paniquait. Après week 2 ou 3, je ne me rappelle plus exactement, mais il y a eu au moins 3 Ouais, semaines, les 3, drops. 3, 4 semaines. Ouais. Il y avait des drops en pré-saison. Les 3 premières semaines, il faisait rien. Tout le monde disait, ouais, Dust, machin. Et après, il a fini la saison en trombe. Et donc, donc voilà, n'hésitez pas sur ces rookies-là. Et il faut être patient, c'est des rookies. Ça sert à rien de se dire, le mec, il a fait 5 mauvais matchs, la saison, elle en a 17. 5-6 mauvais matchs, il va pas être bon toute la saison. Et j'en profite pour faire un petit aparté, parce qu'on a eu des trades marrants autour de Joe Burrow ces dernières semaines. Euh, c'est pareil avec ces joueurs-là. Soyez patient. Ne paniquez pas. Vous avez drafté un mec QB4, n'allez pas l'échanger ou le dropper, comme on l'a vu dans certaines ligues, au bout de 5 semaines, alors qu'on sait qu'il est blessé, qu'il est en train de revenir petit à petit en forme. Je sais que c'est dur d'avoir des mecs comme ça. Moi, j'en ai un. Austin Eckler, on en parlera tout à l'heure dans les flops. Ça fait 2 semaines qu'il est là dans le flop. 2 semaines d'affilée après avoir été blessé 4 semaines. N'allez pas dropper ou trader Austin Eckler contre Zach Moss. Et si vous le faites, ne venez pas me dire, ouais, mais Zach Moss a plus de points. Parce que ça, c'est vraiment pas un bon Et on va process. expliquer pourquoi. Et on va expliquer Ouais. pourquoi d'ailleurs, il faut surtout pas trader Eckler. Et mais c'est vrai. Et en vrai, d'autant plus quand vous prenez des joueurs qui sont des rookies dans des offenses qui marchent bien, on sait très bien qu'il y a des blessures, on sait très bien qu'il y a des semaines avec et des semaines sans. Là, typiquement, DK Metcalf, voilà, il était game time decision. Ceux qui avaient JSN qui l'avaient mis sur leur banc et qui attendaient tranquillement, ils ont pu jouer leur JSN, mais sans problème. Alors, je comprends le fait que là, on est en week 7, et donc du coup, il s'est passé 6 semaines où il y a eu plein de choses, et donc forcément, on doit prendre des décisions lors des trades, lors des waivers, et donc parfois, il faut jarter les joueurs. Je comprends le truc. Mais pour ces rookies-là, même en redraft, c'est intéressant au cas où les grands. Alors moi, j'aime bien avoir un top receveur ou un top running back et son remplaçant, si possible, s'il est rookie. Mais après, ça paye dans ce genre de semaine. Et là, les quatre ont fait une énorme semaine. Et ça, c'est pas hyper courant. Non, c'est clair. Et juste pour revenir sur Downs aussi, dont tu as parlé, pour moi, vraiment un must-add s'il est encore dispo dans vos ligues, malgré le fait que ça fait 5 semaines que je me tue sur Twitter et je crois, la semaine dernière aussi dans le podcast, c'est dans le waiver wire. On avait dit ajouter Josh Downs en priorité. Mais si par hasard il est toujours dispo, c'est pas normal. Et contre Cleveland, c'était la meilleure défense contre les receveurs, mais il donnait pas mal de points contre les slots. Donc ça, c'est pas mal. C'est aussi un truc où vous pouvez regarder dans les stats un petit peu avancées. Parfois, on vous dit, ah ouais, c'est la meilleure défense contre tel poste. Mais en fait, en particulier pour les receveurs, euh, il y a poste et poste. Donc s'ils ont joué, surtout en début de saison, Cleveland, ils ont joué pas mal contre des équipes qui ont des gros receveurs habituels et ils les ont shut down. Euh, Là, tout d'un coup, ils jouent contre un où il y a un rookie qui joue slot, etc. Et puis en plus, je ne sais pas pourquoi ce match-là était un shootout. Downs a croqué. Et Downs est vraiment un must own, must add s'il est dispo dans vos ligues. Pour moi, c'est la priorité numéro un du waiver, même si c'est pas, je ne crois pas que ce soit la priorité numéro un dans le visuel qu'on a. Pour moi, ça l'est. Non, mais en fait, et je termine là-dessus parce qu'après, sinon, ça fait trop long, mais il y a un truc auquel nos applis, elles sont vachement bien. Elles nous montrent les rankings des défenses par rapport aux différents postes. Et ce que tu dis est très important. Il faut regarder aussi les calendriers. Alors là, on arrive à un moment de la saison où on a déjà eu pas mal de matchs et donc forcément, on se dit qu'il y a eu des calendriers plutôt équilibrés sur 6 semaines. Pas forcément. Il faut quand même regarder ça. Et au final, je réponds là à Lala Packers qui nous dit après, quand le banc est court, les blessures, les bails, c'est compliqué de garder tout le monde.
Mais bien entendu, c'est compliqué de garder tout le monde. Et c'est certain, il y a quand même des managers fantasy qui vont se dire, ah, qu'est-ce que j'aime bien, je sais pas moi, qu'est-ce que j'aime bien Sky Moore, je suis sûr que Sky Moore, ça va déchirer, je le garde. Ou dis donc, mais qu'est-ce que j'aime bien avoir 3 QB en tout dans mon roster, je le garde. Euh, Keshawn Boutti, parce que je sais pas, je l'ai vu en université, je suis allé au stade, j'ai adoré. Arrêtez, non. Il y a un moment donné, il y a un côté un petit peu scientifique de la fantaisie qu'on aime ou qu'on n'aime pas, et il faut supprimer ce côté un peu cœur et retirer des joueurs qui performent moins par rapport au potentiel qu'ils pourraient avoir. Yes. On passe au flop. On passe au flop. Et alors en flop, ce qui est très frustrant, c'est qu'il y en a beaucoup qui vont dire ah tiens, je l'avais dit, je pense. Euh, alors, Calvin Ridley, je vais commencer par lui. Alors, je pense que ça peut faire sourire beaucoup de gens. Alors, pour ceux qui nous écoutent depuis le début de la saison, Calvin Ridley est toujours devant DK Metcalf quand même dans le classement des receveurs de la saison en fantasy. Je tiens quand même à le signaler. Il y en a qui comprendront le message. Après Calvin Ridley, vous voyez, par exemple, c'est 88% des snaps qui sont joués. C'est le même, à peu près les mêmes taux que Christian Kirk. Christian Kirk, c'est 92. Bon, ça va. Euh, mais bien sûr qu'il va y avoir des matchs où il va être shutdown. Ok. Moi, je le compare pas de la même manière avec Gabe Davis. Gabe Davis, au début de la saison, on disait Gabe Davis, on le connaît. Gabe Davis, c'est un receveur numéro 2, mais qui n'est pas un receveur numéro 2 en fantasy. Finalement, il a fait voilà, 2 bons matchs, les gens sont excités, et là, il est shutdown. Est-ce qu'il va repartir de l'avant ou non? Tout le monde va se faire son avis. Mais pour moi, on prend dans ce flop-là, on prend un Gabe Davis, on prend un Calvin Ridley. Gabe Davis, c'est également plus de 90% des snaps. Hein. Mais moi, pour moi, je n'étudie pas Gabe Davis de la même manière que Calvin Ridley. Pour moi, Calvin Ridley a un plafond de receveur numéro 1 bien plus haut qu'un Gabe Davis. Et pourtant, ils sont tous les deux dans les flops de ce soir. Donc, je sais pas ce que tu en penses, toi, Marc, mais pour moi, ça me choque de voir ça et je trouve ça marrant de le mentionner. Oui. Je te rejoins absolument sur le futur. Hein. Pour moi, Gabe Davis n'a jamais été, sauf au tout début de sa carrière, mais quand j'ai vu un petit peu ce qu'il donnait, je me suis toujours dit ça sera un mec dont le plafond est très limité. Il va faire des gros matchs, mais globalement, il va décevoir et nous coûter des victoires plus souvent qu'il n'en rapporte à cause de son rôle. Calvin Ridley, c'est très différent. Il a un rôle où il court énormément de routes, mais il attire le plus gros défenseur en face. Il y a aussi le fait que, alors il est troisième en target, je crois, en target rate derrière Kirk et Engram. Et Jacksonville fait pas tout à fait assez. Ils n'ont pas un style de jeu suffisamment de passe pour supporter 3 receveurs. Et donc ça va être un peu au choix. Ça va être soit Kirk, soit Ridley, selon le coverage apparemment. Euh, quand c'est man coverage, c'est plutôt Kirk. Et quand c'est zone coverage, c'est plutôt Ridley. Et donc, euh, donc ouais, à cause de ça, pour moi, Ridley, il n'est pas spécialement start-up toutes les semaines comme on l'espérait. Et ouais, actuellement, c'est plutôt un receveur start-up si tu as 3 receveurs start-up. Mais si tu startes 3 receveurs, tu le startes. Mais si tu en as 2, tu commences à hésiter. Je sais pas. En fait, sur les deux, oui, mais du coup, ça me permet de répondre à Fantasy Fumble qui dit que Gabe Davis, il a pas assez de target pour être considéré. Finalement, je crois que sur les 2 dernières semaines, il a quasiment autant de targets que Calvin Ridley. Donc, à un moment donné, Calvin Ridley, son point à depth chart, il est toujours receveur numéro 2 de Jaguars par rapport à Christian Kirk. Et pourtant, il y a du Ingram, pourtant, il y a du Zay Jones, pourtant, il y a quand même du monde. Il y a même du Travis Etienne qui tiens, reçoit des ballons. Alors que aux Bills, alors James Cook ça y est, a reçu des ballons cette semaine. Mais sinon, bah, il n'y a pas grand monde. Alors, Dawson Knox et Dalton Kincaid, c'est mi-figue, mi-raisin, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. Et sinon, en termes de receveur, je suis désolé, mais Gabe Davis, il n'a peut-être pas assez de target, mais il devrait en avoir. Et au final, il en a autant qu'Alvin Ridley sur 2 semaines. Ouais. Gabe Davis, ils n'ont pas vraiment un receveur 2 sur lequel ils comptent Buffalo. Et c'est ça qui, d'ailleurs, pour moi, tu parlais de Knox et Kincaid. On parlera vite fait dans la section waiver, mais on peut en parler maintenant du coup.
Kincaid a une opportunité avec la blessure de Knox parce qu'il n'y a pas ce receveur 2 aux Bills. Et que Kincaid est un tight end receveur. Exactement. D'autres flops, je regarde un petit peu la liste là parmi ceux-là, mais c'est les plus gros. Bon, Brian Hoyer, c'est un peu par défaut parce que finalement, ça a été une bonne saison, une bonne semaine pour les QB, à part Watson qui s'est blessé. Donc j'ai été obligé de mettre Brian Hoyer. C'est un peu injuste parce que c'était le mec qui avait la plus basse projection, mais aussi de loin le plus mauvais score. Et là, je mets 3,16 parce que c'est un scoring standard, mais j'ai une ligue contre Alex, justement, la Packers, où le mec, il m'a rapporté -6, je crois, parce que c'est -4 par interception. Il a été benched, il a été nul. Vous pouvez le remettre aussi vite qu'il a été dans vos équipes sur le waiver, sans aucun souci. Mais je Non, mais voulais par parler. contre, Ouais, pardon. vas-y, vas-y. Non, mais vas-y, parce que je Non, pense parce qu'on que va dire la même j'allais enchaîner en chose. disant je voulais parler des running backs, Austin Eckler et Josh Jacobs. Alors, Josh Jacobs, peut-être plus rapidement, sauf si tu as un truc à dire, mais Josh Jacobs, un peu plus rapidement, c'est juste c'est une saison difficile. Pour le moment, il manque de touchdown. Il a, par rapport à son volume de jeu, tu sais, parfois il y a des joueurs comme ça, et tu sais pas si ça dure toute la saison ou pas, mais là, actuellement, par rapport à son volume de jeu, par rapport au nombre de yards qu'il produit, au nombre de carries, etc., il a un déficit de touchdown incroyable, et donc de points fantasy. Si vous croyez que ça va se réparer, ça pourrait être un buy low, si vous le croyez. Bah, j'y crois pas. Hmm. En fait, j'y crois pas pour une raison, si je peux me permettre, c'est que on regarde Brian Hoyer, il lance 32 passes et O'Connell, il lance 13 passes. Jacobs fait 11 carries. Est-ce que vraiment c'est normal de faire 11 carries contre les Bears? Si tu fais pas 11 carries si tu fais pas plus de 11 carries contre les Bears, contre qui tu vas le faire? Et à un moment donné, ça m'inquiète. Donc, si vous pouvez le vendre, évidemment, c'est compliqué. Mais, mais, euh, mais franchement, moi, ça m'inquiéterait d'avoir Jacobs aujourd'hui. D'ailleurs, je l'ai dans aucune de mes ligues. Mais ça m'inquiéterait de l'avoir avec la manière dont c'est géré. Un coach, il peut changer de stratégie et il peut passer à 30 carries après-demain. Mais je dis que là, contre les Bears, de faire 11 carries, c'est inquiétant. Ouais, ouais. Non, mais je suis inquiet aussi. Moi, je l'ai dans quelques ligues. J'ai même fait un trade pour Jacobs dans une ligue. Je pense qu'il peut rebondir légèrement parce que je vous dis qu'il a ce déficit de touchdown, mais c'est pas comme s'il allait rebondir. Comme tu dis, son rôle est ce qu'il est. Son rôle, c'est plutôt fin de RB1, début RB2 que ce qu'on pouvait espérer, même avec les touchdowns. Et actuellement, sans les touchdowns, du coup, il est c'est plutôt une liability. Euh, mais Éclair plutôt. Éclair. Je voulais parler rapidement d'Éclair parce que là, pour moi, c'est une grosse opportunité de buy low sur Éclair. Et encore une fois, je suis content si quelqu'un a une opinion contraire. Mais après deux mauvais matchs, donc quatre matchs blessés et deux matchs de suite où il marque 8 et 5 points, ce qui sont clairement pas ce qu'on attend d'un running back comme Austin Eckler. Il faut se rappeler qu'il a joué contre Dallas et Kansas City et que là, le calendrier qui arrive, à part Détroit week 10, c'est open bar jusqu'à week 17 pour les running backs. Et il y a déjà ça. Et deuxièmement, après une entorse à la cheville, on sait que de toute façon, tu as besoin d'un ou deux matchs pour retrouver ton niveau 100%. Donc là, ça fait deux matchs. Il retrouvera, au moins qu'il soit reblessé. Hein. C'est possible qu'il se reblesse. Mais deux matchs qu'il retrouve son niveau. Euh, il joue contre Chicago la semaine prochaine. Même les Jets qui ont une bonne défense, c'est une bonne défense contre les receveurs, mais un peu moins contre les running backs. Euh, les Chargers resteront, à mon avis, ce qu'ils font. Donc ouais, moi je pense gros bailo pour Austin Eckler qui apparaît dans l'équipe All Flop deux semaines de suite. À part ça, dans les flops, est-ce qu'il y a un autre nom, par exemple Cooper Cup, est-ce que Amari Cooper avec les problèmes de Watson, est-ce que vous êtes inquiet, est-ce que tu es inquiet, Franz, par ces noms-là, ou c'est juste un accident de parcours pour toi? Non. Mute. Non, j'entends plus Franz. Alors il dit non.
Il n'est pas inquiet. Il n'est pas inquiet. Alors, pendant que Franz règle son problème technique, je crois qu'il n'y a plus de piles dans ses écouteurs, on va passer aux blessures et aux waivers, si ça te va. Ouais. On va passer aux blessures et aux waivers. Et donc, les blessures, il n'y en a pas eu énormément cette semaine, heureusement. Hein. C'était pas une grosse semaine de blessures, mais il y a eu des trucs un peu bizarres quand même, à commencer par Watson et Bijan Robinson, qui ont, alors pour l'un, qui n'a pas joué du tout. Pour l'autre, Deshaun Watson, il a joué, puis il est tombé, mais finalement, il a été cleared par le protocole de commotion, il n'a pas rejoué. Voilà, ça c'est à suivre. A priori, ils sont capables de jouer cette semaine, mais il faudra suivre, essayer de comprendre ce qui s'est passé pour être sûr. Dans les nouvelles blessures un peu plus impactantes, je pense qu'on peut parler de Jérôme Ford qui s'est fait une entorse à la cheville et de Watson qui s'est fait une blessure au genou. Alors là, j'avais mis week 11 après les matchs, mais finalement, je crois que pour Ford, j'ai vu un report de Schefter qui disait que ce serait une low ankle sprain qui est moins grave et donc 1 à 2 semaines. Et pour Watson, je crois qu'on attend un peu les résultats de l'IRM. Si quelqu'un les a dans les commentaires, vous pouvez me dire. Mais je suis pas sûr que ça sera peut-être sur le côté positif de ce timeline que j'avais mis à la base de week 11. Pareil pour Jalen Waddle qui finalement devrait s'entraîner demain, donc si c'est le cas, peut-être qu'il jouera et qu'il n'y aura pas de souci. Et Gérald Everett, c'est pas une blessure quad, c'est quelque part d'autre, je crois, mais il pourrait rater pareil un match, potentiellement un match. Donc aucune blessure très très grave. Du coup, si on regarde le waiver, c'est pas spécialement des joueurs qui profitent d'une absence notable, sauf éventuellement, encore une fois, Jérôme Ford. Pensez à Pierre Strong dans les lignes un petit peu plus deep, peut-être pas standard, mais Pierre Strong a été celui qui a, si tu veux, quand Ford est sorti, le volume de jeu de Kareem Hunt est resté exactement le même et c'est Pierre Strong qui a pris le volume de Ford. Donc ça, c'est quelque chose, c'était une toute petite partie de match, on ne sait pas si ça va être comme ça la semaine prochaine, mais c'était quelque chose à noter. C'est pas comme si Hunt a pris tous les carries tout d'un coup quand Ford est sorti. Donc peut-être Pierre Strong aura de la value. À part ça, en termes de waiver, on a parlé tout à l'heure de Josh Downs, on parle de son QB Gardner Minshew. On a appris la semaine dernière que Richardson serait out toute la saison, donc Minshew va être le starter pour toute la saison. Donc ces deux-là, je pense que ça va être une bonne paire. Et en running back, Latavius Murray, Ty Spears, des joueurs qui sont pas les RB1 dans leurs équipes, mais qui peuvent vraiment profiter. Dalton Kincaid, dont on a parlé, si Knox est blessé entre 1 à 4 semaines, on ne sait pas trop, mais Kincaid peut en profiter considérablement. Et Singletary, dont je voulais parler la semaine dernière déjà, mais il était en bye, donc on avait décidé d'attendre cette semaine. Singletary, dans le dernier match, on en avait parlé, il avait pris le volume à Damian Pierce. Donc ça vaut le coup de le rajouter pour juste, si jamais c'est une tendance durable, ça peut être une bonne value. Et le dernier joueur dont je voulais parler en priorité, c'était Kyler Murray qui va bientôt revenir. Et Kyler Murray, c'est sûr que dès qu'il revient, il reprend la place de Josh Downs, de Dobbs. Dobbs. En QB et qu'on sait que cette équipe d'Arizona, elle joue pas si mal que ça, donc elle produit un petit peu et même s'il n'est pas à 100% au niveau de ses courses, un peu comme Dak Prescott quand il est revenu, qui fait 80% des courses qu'il faisait avant, même avec 80% des courses, ça sera un QB utile. En superflex clairement, en single QB, un excellent backup, voire en fin de saison un titulaire. Donc voilà, ouais, Kyler Murray, vérifier s'il n'est pas sur le waiver. Moi qui l'ai rajouté il y a 3 semaines et qu'il trimballe un peu dans toutes mes ligues, on commence à me faire des offres de trade en mode ouais, je viens t'aider parce que le mec il est out. Ouais, je vous vois venir les mecs. Ouais, exactement. Russell Wilson over Kyler Murray par exemple. Mais je suis d'accord avec Zinkou qui dit le pire waiver de la saison jusqu'ici, certainement parce que les 3 noms qu'on a mis, Josh Downs, Latavius Murray et Gardner Minshew, honnêtement, dans nos ligues, sur Sleeper, je pense qu'ils sont dispo quasi nulle part, sauf peut-être Gardner Minshew dans les single QB. Donc ouais, c'est pas un grand waiver cette semaine. Hein. On nous demande, France, sur le waiver, il y a Spears ou Darrell Henderson dans ma ligue, lequel vaut mieux miser pour Week 8 et beyond?
Si t'es en dynastie Spears, il n'y a pas de débat. Si t'es en redraft, Darrell Anderson, bien entendu. Teddy Spears, il va avoir des snaps, de RB2. Darrell Anderson, apparemment, on a vu qu'il avait le workload. Alors, il y a Royce Freeman qui a bossé, mais Zach Evans, en théorie, on peut l'oublier. Alors, attention, hein, on disait la même chose de Mercado par rapport à Ingram, des Cardinals, et au final, la première semaine, c'est Ingram qui a eu tout le workload et pas des Mercado, puis après, c'est des Mercado et pas Ingram. Donc, on comprend plus rien, mais je pense que du coup, si c'est en redraft, Anderson est un win fast, peut-être un peu plus facile. Le show va récupérer pour ses PO. Ouais, ouais, non, mais c'est. Mac Jones, n'empêche que Mac Jones a montré que quand il avait un petit peu plus de 2 secondes et demie, il pouvait quand même lancer le ballon. Mais après, pour la fantasy, c'était pas forcément relevant. Puisqu'on parle de Mac Jones rapidement, est-ce qu'on peut parler de Jacoby Meyers, Ah, qui n'est plus, Jacobin. qui n'est plus aux Pats, alors qu'il est ultra fort, je trouve, aux Raiders, qu'il est un aimant à target dans une équipe qui pourtant a Davante Adams. Et quand tu vois la difficulté qu'ont les Pats en poste de receveur, je sais que ni toi ni moi on est spécialiste des Pats, mais c'est incompréhensible qu'il l'ait laissé partir pour moi. Euh, Bah, pour le coup, c'est un petit peu ce que disait euh, oh zut, Lucas de TDA, qui est fan des Pats, et qui le disait quand je le salue, qui disait quand même que c'était quand même fou de le laisser partir. Et on se rend compte, c'est toujours ce débat des receveurs numéro 2. Regardez, depuis le début de la semaine, depuis le début de la soirée, là, on est en train de dire, on parle de Gabe Davis, de Calvin Ridley. Alors, il y en a qui vont dire que Calvin Ridley est un receveur numéro 1 par rapport à Christian Kirk. Chacun va se faire son idée, mais c'est toujours compliqué en fantasy d'avoir les receveurs numéro 2. Et franchement, bah, s'il y en a bien un qui est le receveur numéro 2 pour le moment MVP, euh, bah oui, c'est peut-être lui. Et pourtant, dans une équipe de Vegas qui est bien morose. Et on se dit, si les Pats pouvaient l'avoir conservé, mais au lieu de mettre, attends, c'est 12 millions sur 2 ans sur Davante Parker qui fait absolument que dalle. Keshaun Boutte, je crois qu'il est encore un peu blessé. Donc du coup, on peut pas trop en Ouais, parler. puis Smith Schuster qui joue pas. Oui, mais ça, on l'avait su l'année dernière, il y a 2 ans, que tout d'un coup, sa production, et même en fantasy, elle Mais c'est ça, baissait. mais du coup, ils ont donné un contrat à Smith Schuster au lieu de garder Meyers pour 2 millions près, quoi. Ouais, mais c'est Bilou. Voilà. Enfin, au niveau des receveurs, c'est toujours une énorme énigme ce qu'ils font. Euh, et en fantasy, moi, je peux pas faire confiance. Là, alors, super transition, il y a Demario Douglas. Alors, Demario Douglas qui pourrait prendre des ballons et on pourrait se dire que tiens, ça peut être pour la seconde partie de saison un super pick. Et je suis certain qu'il y en a qui vont mettre beaucoup, enfin, qui vont mettre des sous dessus. J'y arrive pas, peut-être par bêtise, et peut-être qu'on me dira que j'ai été bête dans 3 semaines. Mais moi, un receveur des Pats, voire même un running back des Pats, moi, un joueur des Pats, j'ai du mal. À la rigueur, au début de la saison, un Hunter Henry, je pouvais le comprendre. Mais en fantasy, un joueur des Pats, et j'ai l'impression que ça fait 15 ans qu'on dit ça, mais c'est toujours hyper, hyper, hyper compliqué. Ouais. Sur les 15 ans où on joue, je crois qu'il n'y a que Gronk à qui on a pu faire confiance de manière Carrément. constante. Donc voilà, waiver, hein, un waiver pas exceptionnel, mais aussi, quelque part, c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de blessures et qu'il n'y a pas de bye en week 8, donc on n'est pas spécialement galère par rapport à la semaine dernière. Euh, donc c'est plus de l'ajustement et peut-être un peu de long terme aussi. Regardez, j'en profite vite fait, et France, après je te laisse parler, mais regardez, justement, on a eu pas mal de bails jusqu'ici. Ça peut être une technique aussi d'essayer de cibler des mecs qui ont déjà eu leur bail en trade, 2 joueurs équivalents, mais un qui a déjà eu sa bail, l'autre non, etc. Ça peut vous libérer parce que attention, cette semaine ça va.
mais on a regardé les suivantes. Donc, il y a les 3 prochaines semaines, il y a 4 buys par équipe, 4 équipes en buy par semaine, dont je crois, si je dis pas de bêtises, c'est week 10, où il y a genre des grosses équipes de fantasy. Je vais pas les noter, les citer de mémoire. Regardez week 10 ou 11, je sais plus laquelle des deux. Beaucoup de joueurs. Et ensuite, week 13, c'est juste avant les playoffs, de nouveau 6 équipes en bail. Donc voilà, ça peut toujours servir d'avoir des joueurs dont la bail est passée. Ça peut faire partie de ces petites astuces qui vous aident à gagner. Non, mais non, je voulais pas dire grand-chose, mais c'est juste pour rappeler évidemment ce qu'on disait. C'est une semaine un peu particulière et tout, donc qui fait que on n'a pas énormément de news ou de réponses à des questions. Mais je pense que c'est cette semaine où il va y avoir des trades de fou. C'est une semaine à trade, du coup. Quand il n'y a pas de waiver, généralement, on a des trades de dingue parce qu'il faut remplir des postes. Il faut remplacer des postes. Et donc là, en théorie, il doit y avoir des trades. Si jamais vous avez des trades dans vos ligues et que c'est des trades marrants et que c'est des trades qui sont hyper intéressants, soit choquants, soit alors hyper bien calculés, n'hésitez pas à les poster, à nous les envoyer, à les envoyer à Lucho, à les envoyer à Alex, à les envoyer à Fantasy Ballers sur Twitter, tous ces comptes-là. On va tous les prendre et on va les mettre dans le halftime show de jeudi soir. Donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer ces trades. À mon avis, cette semaine, il pourrait y en avoir des très très marrants. Effectivement. Et on a déjà eu l'exemple de Joe Burrow contre Deshaun Watson, qui a fait couler pas mal d'encre sur Twitter. Calendrier pour la semaine à venir. J'ai l'impression qu'une fois de plus, les matchs sur la partie gauche de l'écran, en tout cas, à part peut-être le Dolphins Patriots, c'est du low scoring à mort. En particulier ce fabuleux Giants contre Jets à 18h. Et cet également fabuleux Titans contre Falcons, entre deux des pires coachs pour la fantasy, je parle. Hein. Les deux des pires coachs qu'on ait connus ces dernières années. Mais que ça s'excite un peu en deuxième partie de soirée. Surtout, malheureusement pour nous, en France, avec les matchs de la nuit. Avec ouais, les plus belles offenses. Mais en particulier, le Niners-Bengals pourrait être très intéressant, surtout après que les Niners aient perdu un match. En NFL comme en fantasy. Ouais. Pour voir justement Joe Burrow rebondir et être bien meilleur que Deshaun Watson. Si ça se trouve, je jouera même pas. Ce qui m'intéresse, moi, quand même, pour prendre un petit peu de la première partie, c'est Pittsburgh-Jacksonville. Alors, on a parlé de Calvin Ridley là tout à l'heure dans les flops. Typiquement, Pittsburgh-Jacksonville, c'est des sortes de genre de match pour la fantasy où c'est hyper ouvert. Où là, il peut y avoir des scores pour voir Pickens. Najee Harris, on n'en a pas parlé, mais il a fait quand même il a fait son score. On l'a quand même assez insulté dans sa carrière, mais là, le week-end dernier, il a fait son score. Est-ce qu'il va refaire la même chose contre Jacksonville? Travis Etienne, Calvin Ridley, Christian Kirk, Pickett, tout ça, c'est hyper intéressant. Moi, je trouve que quand même, c'est un match qui, moi, en fantasy, me plaît bien. Je suis bien d'accord. On nous demande dans un coup qui, malheureusement, à chaque fois qu'il nous demande un truc, on l'aide pas. Il nous demande Tyreek Hill contre Limb et Camara, de quel côté tu te situes? J'irais sur. Alors, si c'est en redraft, je pense que j'irais sur Lem et Camara. Alors Ouais, après, ça dépend ce que tu enlèves quand même. Alors, vous voyez, regardez, je suis en train de tricher en live parce que les stats parfaites de Lemb, je les ai pas complètement en tête. Et pourtant, tout le monde sait que je suis pas un fan de Dak Prescott. Mais Lemb est quand même un joueur qui est à une 13-14 points de moyenne. Moi, un Lemb Camara me fait un petit peu penser à ce que j'ai pu faire par rapport à Morrison Browns la semaine dernière. Mais Lemb Camara, tu gagnes un receveur, un bis et un running back qui peut être clairement sur cette fin de saison. Et Tyreek Hill est un receveur numéro 1, bien entendu. Mais d'ailleurs, on peut peut-être choper un pic de draft supplémentaire.
Donc, Lem, Camara et genre un round 4. Je pense que la value, elle est géniale contre Hill. Ouais, moi je suis côté, pour une fois, hein, je pense que je suis côté Lam Camara, alors que je suis toujours du côté du meilleur joueur. Mais là, j'avoue que c'est pas pour faire chier, c'est pas pour embêter un coup. Mais Camara, il a un volume monstrueux cette saison. C'est un, ouais, je pense un RB1 pour la fin de la saison. Euh, Lamb, j'en avais parlé, je crois, il y a deux ou trois semaines, comme un bailo, parce qu'il était WR 18 ou 19, mais il n'avait pas eu beaucoup de touchdowns et il avait un calendrier qui s'ouvrait un petit peu. Et Hill, ben, c'est un peu le contraire. Il fait une saison exceptionnelle et il va certainement continuer. Mais il est sur un rythme absolument historique et statistiquement, il y a des chances que les meilleurs matchs qu'il ait fait soient derrière lui. Il a quelques matchs compliqués aussi en playoff. Il a les Jets week 12 et week 15. Il a Dallas week 16. C'est pas forcément, c'est le genre de joueur qui peut décevoir. Encore une fois, c'est Tyreek qui est capable de tout, hein, mais voilà, qui est à son max. C'est pas pour embêter un coup, mais je suis côté Lamb Camara cette fois. Je vais juste rajouter un truc parce qu'il dit que c'est du redraft. C'est hyper intéressant parce que, par exemple, ça dépend vraiment des running backs que tu as en même temps. Donc, en gros, si tu as des très bons running backs, bah, très bien. Tu prends Camara et tu prends Lamb. Et en fait, ce que tu peux faire après, c'est trader un running back que tu avais considéré comme fort dans ton équipe avant d'avoir reçu Camara. Imaginons par exemple que tu avais DeAndre Swift. Ben, DeAndre Swift, typiquement, tu peux te dire bah, je prends Camara et puis je prends Lemb, je vire Tyreek Hill et je vais trader DeAndre Swift. Et DeAndre Swift, tu vas aller chercher une équipe qui a besoin d'un running back force vraiment et tu vas aller choper par exemple un receveur qui peut être un bis, genre un Brandon Ayuk, et tu vas aller prendre un tight end, un Brandon Ayuk et un TJ Hawkinson. Et je pense que typiquement, et aujourd'hui, il y a des gens qui sont en galère de running back et qui seraient ravis en redraft, hein, encore une fois, de prendre un DeAndre Swift contre un Ayuk Hawkinson. Et là, au final, qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu as gardé ton heal, mais tu as récupéré un running back numéro 1, et tu as récupéré un receveur numéro 1 et un tight end numéro 1. Et là, ton équipe, elle est encore plus forte que quand tu avais Tyreek Hill tout seul. Les échecs. Il joue aux échecs. Ok, sur ce, à moins qu'il y avait un autre match dont on voulait parler, ça va être l'heure de se quitter pour ce soir. Franz et moi, on va aller dîner tranquillement, prendre une deuxième bière. Euh, Jeudi, comme d'habitude, jeudi, le halftime show avec, je pense, Alex, Lucho, peut-être un invité spécial. N'hésitez pas, comme d'hab, hein, tous les mercredis, à envoyer tous les trades que vous voyez, les grosses victoires, les grosses défaites, les trucs intéressants qui sont passés sur le waiver. Euh, N'oubliez pas aussi, évidemment, les pronostics, hein, ça continue toute l'année. Euh, le but, c'est que Lucho soit en deuxième page toute la saison. Ne revienne pas sur la première page. Donc n'oubliez pas tout ça et puis ouais, continuez c'est super, hein, cette année c'est vraiment cool l'interaction qu'on a avec les auditeurs, les followers, on se continue à nous poser des questions, à interagir avec nous. C'est ce qu'on veut voir et bonne chance sur les waivers, bonne chance pour votre fantasy la semaine prochaine si je vous parle pas d'ici là. Et avec France, on vous dit à très vite. Et écrivez-nous sur Twitter. Bye bye. Ciao ciao.